Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Le président de la transition attendu demain samedi à Sikasso au programme Inauguration et pose des premières pierres. L'événement suscite de l'engouement et pour s'en rendre compte, l'équipe de l'ORTM sur place est allée à la rencontre des autorités administratives et politiques et des Sikassois. C'est à suivre en début de journal. Une délégation des Nations Unies à Bamako, c'est à la demande du secrétaire général de l'organisation, constituée des directeurs régionaux des différents fonds, agences et programmes de l'ONU. La délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sport au menu du football et du basketball. Ainsi, l'actualité ici au Mali, en basket bien sûr, c'est la dernière journée du championnat national de première division. Plusieurs matchs en rencontre sont au programme demain. Et ailleurs, en football, l'actualité, c'est l'Euro 2024 qui est en train d'avancer petit à petit. Et aujourd'hui, à l'honneur, le groupe E et D. Chronique du développement, nous reviendrons sur l'aide au développement, c'est avec Osma La Berté. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre, la région de Sikasso s'apprête à accueillir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, demain samedi 22 juin. Une visite de 24 heures qui sera marquée par une série d'inaugurations et de dépôts de premières pierres. Point de doute, la troisième région veut faire de cet événement un événement mémorable, disons, et l'ORTM est allé à la rencontre des autorités administratives, politiques et des Sikassois pour mesurer le niveau de l'engouement que suscite cette visite. Compte rendu, Sékou Konaté. Attendu ce samedi, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, effectue ainsi une première en région de Sikasso. Une visite d'une grande importance pour les autorités régionales. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. C'est une visite qui a été tant souhaitée par les forces vives de la région. Donc cette visite mérite un accueil digne de nos traditions légendaires. Et je sais que ça va amener beaucoup d'opportunités dans la région et ça va servir à la santé même de l'esprit parce que les Sikassois attendent tellement cette visite du président et c'est sa première visite dans la troisième région de Sikasso. Pour cela, j'invite vraiment toutes les forces vives de faire preuve de notre hospitalité légendaire, de notre unité, de notre solidarité et pour faire de cette visite un moment inoubliable. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Nous disons merci d'avoir choisi Sikasso pour cette visite et la population de Sikasso est prête à l'accueillir avec une grande joie. Et ce sera vraiment un grand accueil qu'on lui réservera dans la capitale régionale de Sikasso. Les différentes activités pour lesquelles il doit venir sont des activités phares de la région de Sikasso. Et une des activités très très importantes pour nous, c'est la pose de la première pierre de l'université de Sikasso. Tant attendu par la population de Sikasso il y a des décennies. Nous le remercions vraiment beaucoup pour créer l'université de Sikasso et pour venir poser la première pierre afin que les enfants de Sikasso puissent étudier tout proche d'eux dans leur université. Au programme de cette visite, la pose de la première pierre de l'université de Sikasso à Gongasso, l'inauguration de l'échangeur, du viaduc, des 2x2 voies de la traversée de la ville, du stade Babemba Traoré rénové, le lancement national de la distribution gratuite de vivres aux populations et une cérémonie de décoration. Les autorités communales et représentants de la société civile veulent tout mettre en œuvre pour réussir cette grande première. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Cette visite, nous l'avons attendue de longue date. Donc c'est un événement majeur pour nous et de recevoir la première visite
du président de la transition. Et c'est une occasion pour nous de communier avec lui et de partager un peu nos préoccupations. C'est vraiment une visite d'une importance capitale pour nous. Toutes les communes du Mali aspirent à recevoir le président de la transition. Et Sikasso plus que toute autre parce que Sikasso est la deuxième ville la plus grande du Mali après Bamako. Donc on s'attendait depuis longtemps à ce que Sikasso reçoive la visite. En plus, la commune urbaine de Sikasso est la commune urbaine la plus grande du Mali. Donc à ces deux titres, nous espérions recevoir plus tôt, mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. Abdoulaye Traoré, représentant de la légitimité traditionnelle. Cette visite a été annoncée depuis un certain temps et notre préoccupation était que est-ce qu'elle aura lieu même. Mais lorsqu'on nous a dit, on a précisé la date pour dire que le 22 juin, ce mois-ci, que le président sera avec nous, vraiment on était très heureux parce que c'est la première fois que le président viendrait dans notre cité. On en a parlé dans le vestibule en invitant les uns et les autres de s'associer avec les responsables des quartiers qu'ils habitent, vraiment pour qu'il y ait une forte mobilisation dans ces rendez-vous de la visite présidentielle. Kamisa Berté, représentant de la CAFO. Cette visite présidentielle va être très importante pour la population de Sikasso parce que c'est quelque chose qu'on attendait. On attendait ça depuis longtemps. Donc le fait que ça va se faire, vraiment on est très contente et on est pressé même de le recevoir chez nous. Les femmes sont prêtes. Les populations qui saluent cette visite attendent impatiemment l'hôte de marque. Alors, tous au rendez-vous de ce samedi 22 juin au stade Bavemba pour un séjour exceptionnel réservé au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État en région de Sikasso. De Sikasso, Seko Konaté, Moustapha Doumbia et Taïro Konaté pour l'ORTM. Une forte délégation composée des directeurs régionaux des différents fonds, agences et programmes des Nations Unies à la demande du secrétaire général des Nations Unies a entrepris une visite dans les pays de l'AES. La délégation onusienne qui est à Bamako pour une visite de solidarité a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui avait à ses côtés ses collègues en charge de la santé, de l'énergie et de la jeunesse. La délégation a réaffirmé sa solidarité, la solidarité des Nations Unies et réitéré l'accompagnement de celle-ci dans plusieurs domaines. Arima Tina. Après Niamey, au Niger, les émissaires du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sont arrivés à Bamako pour une visite de solidarité et d'accompagnement des Nations Unies. La délégation comprenant également les directeurs régionaux des différents fonds, agences et programmes des Nations Unies, à l'issue des échanges, réaffirme l'accompagnement nécessaire des Nations Unies dans le sens de la vision malienne. Dié Abdoulaye Mar, chef de délégation. Le message, c'était de prononcer un message de solidarité au Mali et aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel, solidarité des Nations Unies et accompagnement des Nations Unies. Aller dans le sens de la vision malienne et être aussi l'avocat du Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le fait de venir nous écouter, échanger avec nous, comprendre la vision et ce qui anime les autorités actuelles, leur ambition, mais aussi les solutions que nous proposons et les besoins que nous avons, et pour pouvoir identifier ensemble les voies de pouvoir continuer. Nous avons eu un dialogue très enrichissant. De nos jours, le Mali fait face à des défis dans plusieurs secteurs, d'où la présence à la rencontre d'échanges de certains membres du gouvernement. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Si vous regardez les défis auxquels le Mali est confronté, les ministres qui sont présents aussi sont essentiellement dans ces secteurs. Le représentant des Nations Unies nous a indiqué qu'ils viennent de rencontrer des jeunes Maliens en leur demandant quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes majeures par rapport au futur. Et sans hésitation, c'est l'éducation qui est venue, c'est la jeunesse qui est ressortie, c'est la santé qui est ressortie, c'est l'eau et l'énergie, l'agriculture. Il était important pour l'équipe des Nations Unies d'entendre
les responsables du gouvernement qui sont actifs dans ces secteurs, quelle est leur vision, quels sont leurs plans et comment nous pouvons travailler ensemble à pouvoir répondre aux aspirations de nos populations. De ce dialogue sortira certainement des actions concrètes qui permettent d'aller vers la concrétisation de l'action engagée par les autorités au bénéfice des populations maliennes et que les Nations Unies contribuent aussi à améliorer les conditions. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a procédé ce matin à l'ouverture de la 23e session ordinaire de son assemblée consulaire. Les élus consulaires se sont penchés sur l'adoption du compte rendu de la 22e session ainsi que les rapports d'activité et les budgets de l'année 2023. La session 2024 était présidée par le ministre en charge de l'artisanat. Reportage Ibrahim Kaou Konati. Cette session doit permettre aux élus consulaires de l'Assemblée permanente des chambres de métiers d'échanger et de réfléchir sur la réalisation des objectifs de développement du secteur de l'artisanat. Malgré la conjoncture, les crises multidimensionnelles auxquelles les artisans sont confrontés, l'APCMM engage tout de même des résultats notoires, notamment l'organisation du Salon international de l'artisanat SIAMA. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Face au délestage et coupures intempestives d'électricité, les artisans ont recours à des alternateurs ou des sources d'énergie renouvelables comme le solaire pour mener à bien leur activité et par ricochet satisfaire aux besoins de la population. Leur capacité de résilience demeure inébranlable pour accompagner les autres autorités à relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Grâce à l'appui technique des structures de l'emploi et de la formation professionnelle, certains artisans ont bénéficié de matériel et de formation. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'artisanat représente aujourd'hui un secteur à fort potentiel en termes de création d'emplois. C'est un secteur qui est un véritable vecteur économique, culturel, mais aussi social. Quand on regarde aujourd'hui, la plupart des petits emplois sont créés au niveau de l'artisanat dans des domaines très diversifiés, des emplois qui contribuent à l'activité économique de façon générale. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il ressort que certaines activités ont été réalisées sur une prévision budgétaire de 788 486 871 francs CFA en recettes et en dépenses au titre de l'exercice 2023. Il a été réalisé seulement 114 977 239 francs CFA, soit un taux de performance qui se situe autour de 14,58%. Au titre de l'exercice 2025, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,348 996 943 francs CFA, soit une diminution de 2,14% par rapport à l'exercice qui s'achève. L'actualité, il est 13h14. Actualité hors du Mali à présent, le Niger a retiré le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à l'entreprise française Orano, mettant à exécution un ultimatum adressé à la société. Dans une note datée du 11 juin, le ministère des Mines du Niger rappelait que le permis d'exploitation d'Imouraren serait retiré à Orano et permis au domaine public si les travaux d'exploitation n'avaient pas commencé dans un délai de 3 mois après le 19 mars. Située dans le nord du Niger, la mine d'Imouraren est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. D'autres entreprises chinoises, australiennes, américaines, britanniques, italiennes, canadiennes, indiennes et russes ont obtenu des permis de prospection des mines d'uranium au Niger.
À l'occasion de son passage à Paris hier pour participer au Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, le président rwandais Paul Kagame a accordé une interview à une télévision française. Interrogé sur les chances de succès de la médiation angolaise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Paul Kagame a déclaré: en ce qui nous concerne, nous, le Rwanda, nous avons été très clairs, nous avons toujours été présents, nous avons toujours contribué autant que nous le pouvions pour que tout cela fonctionne. Pour moi, c'est lui, le président congolais, qui met des conditions. Moi, je n'ai jamais mis de conditions avant de le rencontrer. Je l'ai invité à Luanda pour avoir des discussions sur l'Est du Congo et sur la situation générale entre le Rwanda et la RDC. Fin de citation. Rappelons que l'Est de la RDC est en proie à la violence depuis les années 1990 et les tensions entre le Rwanda et la RDC se sont aggravées depuis la réapparition en fin 2021 de la rébellion du M23. En Tunisie, une violente rixe entre migrants a fait plusieurs blessés graves à Zarzis, dans le sud du pays. Située à 80 km de la frontière avec la Libye, la ville de Zarzis est un point de passage pour les migrants désireux de se rendre en Europe. Ces violences se multiplient depuis quelques jours, alors que la Tunisie a renforcé sa surveillance des frontières ces derniers mois. Il faut rappeler que la saison de départ vers l'Europe commence au mois de juin. L'actualité sportive s'articule ce vendredi autour de 3 disciplines. D'abord le basketball avec la dernière journée du championnat national de première division qui se jouera à partir de demain. 3 rencontres sont programmées au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Il y a bien sûr l'athlétisme avec les championnats d'Afrique d'athlétisme. Et sachez que le conseil de la CAA a tenu hier son conseil en marge de la compétition qui s'ouvre aujourd'hui à Douala au Cameroun. Le Mali est présent à cette compétition. Du football, il y en a bien sûr avec l'Euro 2024 qui bat déjà son plein. La deuxième journée est en cours. Et cet après-midi, les groupes E et D seront talonneurs. Voici les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Euro 2024, la deuxième journée se poursuit. La Pologne sera face à l'Autriche à partir de 16h. Et enfin, à 19h, il y aura le choc Pays-Bas-France. Il y a toujours au compte de la deuxième journée, la Slovénie et la Serbie ont fait match nul un peu partout. C'est ce même score de 1-1 qui a sanctionné la rencontre Danemark-Angleterre. La dernière rencontre de la soirée a vu la victoire de l'Espagne 1-0 face à l'Italie. Le football sur le plan national est dominé par le football féminin qui démarre demain la phase Caradas de son championnat national. Les 2 rencontres de la première journée se joueront demain ici à Bamako sur le terrain de l'USFAS. L'AS Mandé sera face à Amazon de la commune 5 à partir de 16h30. Au même moment, sur le terrain de l'AS Real, l'AS Police en découdra avec l'USFAS. C'est également ce samedi que se jouera chez la dame les 8e de finale de la Coupe du Mali. Au stade de Salif Keita, l'AS Saramaya de Kati recevra l'AS Real. À Bouni, au stade Moussa Diakité Yutea, Tigres de la localité sera l'hôte de l'AS Entente de Sirakro-Meguetan. À 100, au stade de Marcel Dakou, Teria AC de 100 sera opposé à l'AS Bombo de Sigasso et à Kai Tigres de la localité aura affaire au Super Lyon. Championnat d'Afrique d'athlétisme. La Confédération africaine d'athlétisme a tenu hier son conseil en marge de la compétition. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Et de grandes décisions ont été prises lors de ce conseil de la CAA. De manière unanime, les membres du conseil de la Confédération africaine d'athlétisme ont décidé d'octroyer l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme édition 2025 des moins de 18 ans et 20 ans au Madagascar. Le Botswana et le Ghana sont les 2 pays candidats pour l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme senior 2026. Lors de cette rencontre du Conseil de la Confédération africaine d'athlétisme, il a été question d'évoquer la question de la protection des athlètes en fonction. À l'occasion de ces assises, il a également été question de modification des statuts de la CAA. Le point culminant sur lequel a été mis un point d'honneur, c'est le rôle des médias dans la promotion des événements sportifs, particulièrement l'athlétisme dans le monde. Ce point qui était quasi inexistant dans les textes de la CAA a été un point d'honneur ce jour-ci. Le coup d'envoi donc des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior sera donné ce vendredi au stade Japoma de Douala. 49 pays sont présents sur le sol camerounais. Et puis basketball, la dernière journée du championnat national de première division se jouera à partir de demain. 3 rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga à partir de 15h. Calavan Sport en découdra avec la S Real. Sur la dame,
Juste après, chez les hommes, il y aura Atal Club de Kidal, AS Real de Bamako, suivi de CRBT de Tombouctou, AS Police. Toujours en homme, à Caille, le Sigui de Caille recevra l'AS Commune 1 et à Kulkuro, chez la Dame, le centre Bidounabele défiera l'AS Mandé. Cette journée prendra fin dimanche. Le Djoliba jouera contre l'AS Police en Dame, tout comme Isfas Salman de Bamako, qui s'affrontera donc juste après. Et l'opposition Isfas Salman de Bamako en homme bouclera cette phase du championnat national de première division de basketball. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous revenons sur l'aide publique au développement. Selon les spécialistes, cette forme d'appui ne peut pas développer un pays, mais doit plutôt demeurer une exception en vue de combler un déficit budgétaire ou réaliser un projet de développement. La chronique du développement, c'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Les pays à revenus faibles font recours à des appuis financiers étrangers pour faire face à des défis de financement des projets de développement ou pour combler des déficits budgétaires. Ces appuis financiers sont généralement accordés avec intérêt. Dans les relations internationales, on parle d'aide publique au développement. Que faut-il comprendre par ce terme générique? Modibo Maoumakalou, économiste. L'aide publique au développement, c'est une assistance extérieure reçue par un pays. Mais cette assistance extérieure est fournie par ce que certains appellent des partenaires techniques et financiers, des partenaires au développement, des donateurs ou des donneurs. Et cette assistance extérieure est fournie à des pays pour leur permettre d'atteindre leurs propres objectifs de développement. Et souvent, ça vient pour combler les déficits budgétaires, non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. On dénombre 3 types d'aide publique au développement. L'aide projet ou projet de développement, l'aide sectorielle destinée à des secteurs précis et l'aide budgétaire pour combler des déficits budgétaires. Si cette assistance extérieure peut constituer une bouffée d'oxygène pour un pays demandeur, pour un objectif bien déterminé, de l'avis des spécialistes, elle ne peut pas développer un pays. Et pour cause. Aucun pays ne devrait dépendre de l'aide au développement. Parce que ce qui se passe, quand vous recevez de l'aide de la part de ceux qui financent, ils vous dictent ce qu'on appelle les conditionnalités. Comment vous devez dépenser la somme et comment vous devez comptabiliser la somme. Parce que l'aide, c'est tout un processus. Et imaginez que vous avez 2 ou 3 partenaires techniques et financiers qui financent un secteur et que vous avez plusieurs procédures en même temps et vous avez les procédures nationales. Évidemment, ça va distraire les pays et leur faire oublier même leurs objectifs nationaux de développement. À la question de savoir si un pays à revenu faible peut se passer de l'aide publique au développement, notre expert répond par l'affirmative en précisant toutefois qu'il convient de créer des conditions endogènes à l'échelle nationale ou sous-régionale. Modibo Maoumakalou. Les pays qui sont des revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur les marchés internationaux. Donc, comment faire? Il faut trouver des ressources. Donc, les pays à revenus intermédiaires peuvent emprunter sur les marchés des capitaux parce qu'on se dit que ces pays ont la capacité de rembourser. Mais les pays à revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur ces marchés des capitaux et doivent faire face à ces déficits budgétaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer des marchés financiers locaux, des investisseurs locaux qui financent non seulement les États, mais les entreprises. Développer des marchés de capitaux locaux. Et malheureusement, dans les pays à revenus faibles, c'est ce qui manque. Et il va falloir que nous allions de plus en plus, qu'il y ait un changement de paradigme pour que les investisseurs locaux puissent financer les économies locales. En définitive, l'aide publique au développement doit être gérée comme un appoint, une assistance temporaire pour un pays en difficulté financière. Autrement, elle devient un instrument au service des pays développés pour maintenir les pays à revenus faibles dans la dépendance. Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Alimata Ouattara. Mise en ligne Marcel Tessougué à la coordination et à la réalisation. Il y avait Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Au revoir.